Le président Trump a officiellement annoncé un cessez-le-feu de 2 semaines avec l'Iran. Le cessez-le-feu a été obtenu grâce à la médiation du Pakistan et était conditionné à l'ouverture du détroit d'Ormuz, que l'Iran affirme qu'il va effectuer. Le détroit sera ouvert. Nous allons appeler l'officier du renseignement de la Marine à la retraite, analyste en sécurité nationale et animateur du Strap Podcast, Hal Kempfer. Hal, nous avons demandé au public d'envoyer des questions et Aaron pose une question sur quelque chose qui m'intrigue aussi. Quel est le plan de l'Iran durant ce cessez-le-feu de 2 semaines? Combien cela dure-t-il? Que peut faire l'Iran durant ce temps? Eh bien, Austin, tout d'abord, 2 semaines, ce n'est pas très long, d'accord? Mais ce que je vais surveiller demain, c'est de voir s'ils vont ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est une exigence, c'est une condition non négociable. Autrement dit, une condition du cessez-le-feu est qu'ils ouvrent le détroit d'Ormuz. Si le détroit d'Ormuz reste fermé, pourquoi faire un cessez-le-feu? Donc c'est la première chose et l'Iran doit s'y conformer. Vous savez, l'une des questions est, l'Iran a-t-il fait quelque chose comme miner des parties des principales routes maritimes qui passent par le détroit d'Ormuz? Et savent-ils où se trouvent ces mines? Peuvent-ils enlever ces mines et déminer la zone? Je doute qu'ils en soient capables et je ne suis même pas sûr qu'ils sachent où elles sont toutes. L'essentiel, c'est que l'assurance maritime en déterminera une grande partie. Il faut une évaluation des risques qui permette de faire baisser les taux afin que les navires puissent réellement transiter, entrer et sortir du détroit d'Ormuz et beaucoup de choses doivent se passer rapidement. Maintenant, s'ils parviennent à obtenir cela, ce n'est pas tant pour ce que l'Iran va gagner, mais pour ce que le monde va gagner, évidemment beaucoup de pétrole, de gaz naturel, de plus en plus essentiel, ainsi que des engrais. Nous ferons face à une crise d'approvisionnement alimentaire l'année prochaine si nous ne distribuons pas les engrais nécessaires à l'agriculture mondiale. Donc, c'est absolument crucial. C'est la saison des semailles en ce moment et ils doivent mettre l'engrais dans les champs pour que cela se produise. Donc cela va être un grand défi. Maintenant, qu'est-ce que l'Iran va faire? L'Iran va devoir négocier sérieusement. Ils devront faire quelque chose d'important qu'ils ne veulent pas, permettre des inspections internationales en plus de transférer l'uranium enrichi vers un autre pays. En fait, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer et je ne vois pas comment cela pourrait être ignoré. Maintenant, ces 2 semaines servent à négocier 2 semaines de plus ou 1 semaine de plus ou quoi que ce soit. Et une fois que le trafic entre et sort du détroit d'Ormuz, si les discussions vont dans la bonne direction, vous pouvez voir cela se prolonger. Pour qu'il y ait un cessez-le-feu plus long, nous verrons ce qui va se passer. D'abord, nous verrons s'ils vont respecter cette première partie. Ce soir, vous connaissez peut-être déjà l'expression « le calme avant la tempête ». Eh bien, lors des cessez-le-feu au Moyen-Orient, il y a souvent la tempête avant le calme, quand tout le monde tire autant que possible avant que le cessez-le-feu n'entre en vigueur. Et nous avons remarqué que l'Iran a tiré des missiles balistiques après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ils se sont arrêtés peu après, mais des missiles tombaient autour d'Israël et à d'autres endroits du Moyen-Orient. Et la question était, qui a autorisé cela? Est-ce qu'ils ont vraiment le contrôle total sur leur appareil de sécurité? Oui, je lisais sur Axios que des responsables américains ont déclaré à Axios qu'ils anticipaient les niveaux les plus bas du CGRI. Ils reçoivent ces messages. C'était écrit comme s'ils étaient en retard. C'était justement l'une des questions que j'allais poser. On dit que si un message de ce genre arrive en retard aux échelons inférieurs du CGRI, il est logique que certains missiles soient tirés après le cessez-le-feu. Mais si nous pouvions enquêter là-dessus, pourquoi les membres de rang inférieur du CGRI mettent-ils autant de temps à recevoir des nouvelles importantes comme « Hé, arrêtez de tirer ». Cela s'explique en partie parce que nous avons affaibli leur réseau de commandement, de contrôle et de communication pendant la guerre. Nous avons fait beaucoup de choses qui sont moins visibles pour un observateur extérieur, mais nous avons considérablement réduit leur capacité à communiquer avec leurs unités dispersées. Si tu te souviens, quand tout cela a commencé, il y a eu une attaque de décapitation qui a éliminé le chef suprême et 49 autres membres du haut commandement. Et on a vu cet effet retardé. Il y a eu une réponse lente, une riposte tardive.
Tu savais que l'Iran allait riposter, mais c'était une riposte lente avant de finalement commencer. Cela s'est produit à cause de ce système de commandement et de contrôle très strict qu'ils avaient, où seuls les principaux décideurs participaient. C'est un système autocratique qui ne récompense pas l'initiative à la base. C'est pourquoi ils attendent que le haut commandement, le quartier général, leur donne un ordre. Si le dernier ordre était de tirer, ils continueront à tirer, peu importe ce qu'ils pensent de la situation, jusqu'à ce que quelqu'un leur dise spécifiquement d'arrêter. Si cette voie de communication est dégradée et qu'il y a un retard dans l'ordre, vous verrez des missiles être lancés. L'inquiétude, c'est que quelqu'un là-bas ait vraiment pu dire « Ray, continue de tirer un peu plus ». Prenons un peu plus de risques et lançons encore quelques missiles à la fin, dans l'espoir de provoquer une réponse qui leur permettrait alors de prétendre que l'autre camp a violé le cessez-le-feu. Donc, je pense que nous allons en apprendre davantage à ce sujet et découvrir quels sont les détails, mais c'est quelque chose que nous devons suivre de près. Oui, il est également important de souligner que, selon les premiers rapports, cela n'affecte pas seulement les États-Unis et l'Iran. Cela va également entraîner un cessez-le-feu du côté d'Israël ainsi qu'au Liban. Évidemment, le Hezbollah et les forces de défense israéliennes sont également en guerre l'un contre l'autre. Nous voyons des images des forces de défense israéliennes menant des attaques en Iran et au Liban. Paul demande: les Sepourkeina ne craignent-ils pas que l'Iran profite de ce temps pour mobiliser ses unités en vue d'une attaque stratégique? Nous allons suivre cela de près et en termes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, l'ISR fonctionnera pendant toute cette période. Nous observerons tout ce qu'ils feront pour voir s'ils utilisent cette période pour dégager des tunnels effondrés dans ces villes souterraines de missiles. Nous surveillerons cela de près en observant toute activité dans leurs installations nucléaires. Dans le détroit d'Ormuz, nous surveillerons les missiles anti-navires, les petits bateaux ou les sous-marins de poche. Nous allons surveiller tout cela de très près. Pour deux raisons. Premièrement, pour savoir s'ils se préparent à reprendre la guerre ou à faire quelque chose de néfaste ou de sournois qui pourrait être préjudiciable. La deuxième chose est, si le cessez-le-feu s'effondre, nous voulons frapper efficacement ces cibles pour obtenir le maximum d'effets en un minimum de temps. Alors, nous allons les surveiller. Très attentivement, mais la vraie question est de savoir ce qui va se passer. Mon impression est qu'en coulisses, les murmures de ces 80 à 90% de la population iranienne qui sont déjà fatigués du régime deviennent de plus en plus forts. Et j'ai le sentiment que quelque chose va se passer là-bas. Je ne pense pas que, malgré les mesures draconiennes prises par le régime qui a tué des dizaines de milliers de manifestants iraniens en janvier et en décembre, ce sentiment au sein du corps politique iranien va disparaître. Et j'ai le sentiment que cela va éclater à un moment donné. Je me demande juste quand cela va arriver. Christian Datok, journaliste à la Maison-Blanche pour le Washington Examiner, dit que le gouvernement n'a pas détaillé le plan en 10 points de l'Iran. Caroline Leavitt dit « Les paroles du président Trump parlent d'elles-mêmes. Il est possible de négocier et les discussions continueront. La vérité, c'est que le président Trump et notre puissante armée ont forcé l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz et les négociations continuent. » Plus d'informations du secrétaire Hegseth et du chef d'état-major demain lors d'une conférence de presse. À propos, Reuters rapporte que la télévision d'État iranienne affirme que Trump a accepté les conditions de l'Iran pour mettre fin à la guerre, décrivant cela comme un retrait humiliant du président des États-Unis. Raoul, quelle est votre réaction face à la façon dont les États-Unis et l'Iran caractérisent ce cessez-le-feu? Vous savez, je vais dire ceci. Oui, le président Trump n'accepte pas bien les gens qui disent des choses sur lui. D'autres présidents diraient simplement « D'accord, vous savez, je ne vais pas m'en préoccuper ». Mais le président Trump, quand il entend de telles paroles, il a tendance à réagir. Et je pense que c'était une erreur stratégique, certainement dans leur communication, d'utiliser un tel langage. Vous savez, décrire cela comme une défaite humiliante, parler au nom du président Trump, c'est une erreur. Et je pense que vous savez, c'est une erreur qui peut se transformer plus tard en une action cinétique ou en d'autres types d'actions.
Vous savez, ils ont vu ce que nous pouvons faire avec ça, en sauvant notre officier des systèmes d'armes qui a été abattu, et aussi comment nous pouvons mobiliser et acheminer beaucoup de ressources à l'intérieur de l'Iran. Alors, je me demande ce qu'ils pensent, car je crois qu'il s'agit de la garde révolutionnaire retranchée qui n'arrive pas à abandonner sa rhétorique pour le bien commun et qui diffuse ce genre de choses. Mais je pense que c'est vraiment une erreur de dire ce genre de choses. Je pense qu'une grande question que beaucoup de gens se posent est de savoir comment éviter que nous nous retrouvions dans la même situation dans 2 semaines. Le détroit d'Ormuz est une partie importante et quels autres éléments clés examinez-vous? J'analyse plusieurs éléments et je pense que le détroit doit rester complètement ouvert avec le trafic qui y circule. Dès que le trafic commencera à circuler, nous allons surveiller de très près les actifs que l'Iran possède dans la région afin de les frapper efficacement au cas où cela ne serait pas prolongé, d'accord? La deuxième chose, c'est que, bien que les opérations militaires ostensibles contre l'Iran soient suspendues, les États-Unis et Israël ne vont pas interrompre les actions secrètes en coulisses. Par conséquent, beaucoup de choses vont encore se passer là-bas au cours de ces 2 semaines. Espérons que l'Iran ne rompe pas le cessez-le-feu. Espérons que nous ne verrons pas d'attaques de drones ni d'attaques de missiles balistiques. La grande question est de savoir ce que feront les Houthis au Yémen. Ils menacent de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb et de fermer cette voie par laquelle passe 12% du commerce mondial, ce qui passe par le détroit de Bab el-Mandeb qui mène au canal de Suez. Et pour cette raison, on craint beaucoup que, si ce détroit s'ouvre, l'autre se ferme, et nous finissons par revenir à la situation dans laquelle nous étions auparavant. Avec une voie navigable vitale, à moitié ouverte ou à moitié sûre, et l'autre étant à moitié fermée par ce groupe proxy iranien. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons surveiller, parce que je pense que la situation est encore beaucoup plus dynamique. Comme on dit dans le corps des Marines, je ne poserai pas mon sac à dos de sitôt. Alors, passons à la question de Todd. Qu'est-ce qui viole ce cessez-le-feu de 2 semaines? Et quelle serait la réponse appropriée à cela? C'est une excellente question. Et je vais donner une réponse très juridique, même si je ne suis pas avocat, mais je dirais que ça dépend vraiment de quelle serait cette violation. Et si nous considérons que cette violation est une annulation complète de l'accord en vigueur et que, vous savez, nous suspendons le cessez-le-feu et revenons immédiatement à l'emploi total de la force, ou si c'est un cas isolé, une erreur ou quelque chose dans ce genre. L'un des domaines qui entre vraiment dans cette zone grise est il y a des attaques terroristes ou des attaques menées par les représentants iraniens. Comment allons-nous juger ces cas? Comment allons-nous évaluer ces cas? Aujourd'hui, nous avons eu une série d'explosions à Bagdad, juste autour de l'ambassade de Cispo Ayouar. S'agissait-il d'une attaque iranienne ou est-ce quelque chose d'origine interne là-bas? Il est presque certain que cela soit lié aux milices du Front de mobilisation populaire qui ont un lien direct avec l'Iran. Alors, la question est, comment allons-nous gérer cela? Que se passe-t-il s'ils, vous savez, essaient de faire exploser une ambassade ou s'ils tuent beaucoup d'Américains dans un pays tiers? Ah, et s'il existe de nombreux scénarios possibles et que cela dépend vraiment de la façon dont nous l'interprétons? Et si c'était une action délibérée de l'Iran pour mener la guerre par d'autres moyens? Et si c'est le cas, devrions-nous simplement abandonner toute prétention et alors interrompre le cessez-le-feu et poursuivre notre action cinétique? Il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce que Trump a publié aujourd'hui, disant qu'une civilisation entière mourra ce soir de façon irréversible. Il a posté cela sur Truth Social, Chal. Aujourd'hui, la réalité est totalement différente. Il y a eu un cessez-le-feu maintenant, mais je m'interroge sur ses propos. Il a dit « Une civilisation entière mourra cette nuit ». Quel est le but de ce genre de discours? Oui. Du genre, est-ce une question de bluff? Serait-ce le mot pour quelque chose comme ça? Je vais dire ceci. Voici le texte qu'il a écrit ce week-end où il a lâché le mot en F. Au milieu d'un texte, j'ai été un peu surpris par ça. Et j'ai entendu plusieurs choses du genre des présentateurs de journaux télévisés essayant d'annoncer ça et se demandant « Dois-je dire ce mot à l'antenne ou pas ?» C'était assez surprenant.
mais ce que je vais dire, c'est ceci. En passant du temps au Moyen-Orient, on remarque quelque chose qui semble étrange. Si tu te souviens du caporal Klinger dans Massache, il utilisait des jurons très fleuris. Il y a un fond de vérité là-dedans. Au Moyen-Orient, la rhétorique et le langage utilisés sont certainement beaucoup plus, disons, colorés. Dans de nombreux cas, ce sont des choses qui nous feraient simplement secouer la tête et penser « Mon Dieu, qu'est-ce que tu essaies de dire ?» Comme la mère de toutes les batailles, lorsque Saddam Hussein ou des groupes terroristes du Moyen-Orient parlaient en des termes apocalyptiques, pour nos oreilles occidentales, cela sonne vraiment percutant. Quelque chose qui nous fait secouer la tête et penser « Comment fais-tu cela ?» Ce qui est intéressant, c'est qu'en disant cela au capital occidental et à l'ONU, tout le monde pense qu'on ne peut pas agir ainsi. Des avocats avertissent déjà que l'utilisation de ce type de langage avant de mener des attaques peut entraîner des accusations de crimes de guerre à cause de ce qui a été dit. Mais si votre public se trouve à Téhéran et que vous utilisez ce type de langage, si votre public est la direction des gardiens de la Révolution, ils voient le monde d'une manière un peu différente. Ils voient, vous savez, on dit toujours de parler doucement et de porter un gros bâton. Au Moyen-Orient, c'est l'inverse. Vous parlez très fort et de façon dramatique, et ce que vous faites finit par passer au second plan, mais ce n'est pas aussi fort que votre discours initial. Ce que le président Trump a fait, c'est mettre le langage en avant, ce qui n'est pas une approche occidentale, loin de la diplomatie occidentale, une approche en termes de communication, mais il semble que cela ait eu des répercussions. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous avons un cessez-le-feu, un accord de dernière minute, même si nous étions assis là à dire que c'était un langage inacceptable ou quelque chose comme ça. Dans le discours international à Téhéran, je pense que cela a eu un effet sur la réflexion et l'analyse de la direction centrale des gardiens de la Révolution en disant « Vous avez un président du Zikula. Le président a-t-il dit cela? Waouh, certains diraient « C'est comme ça qu'on parlerait, pas le Ziléen, vraiment impressionnant. » En fait, je pense que c'était peut-être un peu pour faire de l'effet et il semble que ça ait marché. Comme on le sait, ces dernières semaines, des rapports ont évoqué la réaction des voisins de l'Iran dans le golfe Persique. Bien sûr, le détroit d'Ormuz a été un point d'attention majeur tout au long de ce conflit, mais vous voyez certains des États du Golfe là-bas, comme les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Koweït, comment ils se sentent à propos de cette guerre qui s'achemine vers un cessez-le-feu. Je pense avoir vu quelques discussions à ce sujet et cela a peut-être été correctement rapporté. Indirectement, pas une citation directe de l'un de ces pays, mais je me souviens avoir lu certains articles disant que certains de ces pays ne se soucieraient peut-être pas si la guerre continuait, parce qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à voir plus de destruction du régime iranien. Alors, si vous êtes saoudien ou émirati aujourd'hui, comment la nouvelle de ce cessez-le-feu est-elle perçue? Les deux pays ont exprimé leur souhait de voir cela se terminer. En tout cas, ils veulent voir cela. Ils ne veulent pas seulement d'un cessez-le-feu rapide pour ensuite se retrouver coincés. Maintenant, la question est, s'agit-il d'un cessez-le-feu rapide? J'observe ce qui se passait là-bas. Nous avons 2 unités de fusiliers marins là-bas. En regardant ces petites îles dans le détroit, nous avions les moyens de les prendre et de les garder, ainsi que le contrôle physique du détroit d'Ormuz. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de menace, mais nous aurions le contrôle prédominant. 3 de ces îles sont le territoire souverain des Émirats arabes unis, donc ils les récupéreraient rapidement. En allant vers le nord, jusqu'à Karg, nous avons frappé l'île hier soir, d'où sortent 90% du pétrole. Nous avons frappé 50 cibles là-bas. Je ne sais pas ce qu'il reste de l'attaque précédente, où nous avons frappé des cibles militaires sur l'île de Karg. Mais je crois que l'île de Karg était ouverte à une invasion, qui serait probablement des éléments de la 82e division aéroportée prenant et maintenant l'île. À ce stade, l'Iran aurait peu de capacité à exporter du pétrole, car nous contrôlons son principal centre pétrolier. Ils ont un petit port dans le golfe d'Oman, mais franchement, ce serait une mission d'attaque et ce port serait fermé. Ils n'auraient aucun moyen d'exporter du pétrole, ce qui couperait toutes les recettes du régime. Bien que la milice du CGRI soit fanatique, sans paiement,
À un moment donné, ils deviendront des révolutionnaires mécontents et cesseront d'obéir aux ordres, car ils doivent subvenir aux besoins de leur famille. Alors, vous savez, je pense qu'il se passait beaucoup de choses là-bas. Mais je pense que l'Arabie saoudite, je pense qu'une partie de ce qui a forcé cela, c'était cette rhétorique de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui était convaincante. Le régime à Téhéran que si les États-Unis prennent ces îles, il y aura une force d'occupation locale qui pourra garder ces îles. Et ça, je pense, ça les a effrayés. Ils se demandent, est-ce qu'on va récupérer ces îles ? Alors, pour clarifier certains points, car pendant une grande partie de la journée, beaucoup en Iran se préparaient à ce que les États-Unis mènent une sorte d'opération à grande échelle, voici des vidéos de ponts dans la région. D'après ce que j'ai compris, il y avait vraiment des gens là-bas? Oui, voilà, c'est ça. Les voilà. Une grande chaîne humaine qu'ils ont formée là-bas, dans certaines de ces installations énergétiques que le président Trump avait dit qu'il attaquerait si les Iraniens ne parvenaient pas à un accord avec la Maison-Blanche. Nous recevons cela de la paix. Ils disent que l'armée israélienne affirme que le pays continue d'attaquer l'Iran, même après que la Maison-Blanche a déclaré qu'Israël avait accepté un cessez-le-feu. Y a-t-il une raison d'enquêter davantage là-dessus, en dehors de ce dont toi et moi parlions il y a peu de temps? Qu'est-ce que c'est? Au moins, il est courant de voir des gens tirer un dernier coup avant le cessez-le-feu. J'ai vu quelque chose de très similaire. Israël menait encore quelques missions d'attaque. L'Iran lançait certaines choses et Israël agissait aussi en parallèle. Et ils étaient en train de tout terminer, en soulevant certaines questions, pour ainsi dire. Voyons si les choses se calment. D'après ce que je comprends maintenant, si vous êtes à Tel Aviv, ou à Doha, ou à Dubaï, les choses se sont calmées, vous ne voyez essentiellement aucun signe de missiles balistiques ou quoi que ce soit d'autre. Bien qu'un peu plus tôt, juste après l'annonce du cessez-le-feu, ils voyaient cela. Je pense que les deux parties vont mettre un certain temps à se calmer ici, et à s'habituer à la normalité du cessez-le-feu. Du moins, c'est ce que j'espère. La grande question que j'ai, c'est ce qui va se passer au Liban avec le Hezbollah. C'est un peu ambigu pour moi quant à la situation, parce que ce n'est pas directement lié au détroit d'Ormuz ou à l'Iran. C'est plus indirect, et je me demande simplement, vous savez certainement, avec la façon dont le Hezbollah a l'habitude de violer les cessez-le-feu au moindre signe, je peux voir que ce secteur en particulier peut s'enflammer très rapidement, alors que tout le reste est peut-être en train de se calmer. Oui, si le cessez-le-feu met du temps à atteindre les échelons inférieurs de la garde révolutionnaire iranienne, combien de temps cela prendra-t-il aussi pour atteindre les membres du Hezbollah qui tirent sur le nord d'Israël? En direct, un aperçu de Beyrouth. Il est plus de 4h30 du matin au Liban et en Israël. Raoul, nous sommes presque à la fin. Que soulignes-tu maintenant? Nous avons 2 semaines de cessez-le-feu. Que vas-tu suivre ces prochains jours? Le détroit va-t-il, dans les prochains jours, s'ouvrir? D'accord. Et si le détroit ne s'ouvre pas, à quoi cela sert-il alors? Si nous n'arrivons pas à faire en sorte que le carburant, le gaz, les produits et les engrais qui entrent et sortent par le détroit soient libérés, alors à quoi tout cela sert-il finalement? Sinon, le cessez-le-feu pourrait prendre fin très rapidement. J'observerai également toutes les informations de renseignement qui pourraient apparaître concernant les actions iraniennes. Renforcer les défenses, déterrer ce qui a été enseveli dans les endroits bombardés, remettre leur armement en ordre. En d'autres termes, ils font ce qu'ils jugent nécessaire pour lancer une nouvelle offensive. C'est aussi quelque chose que je vais observer. Je vais certainement observer le respect du cessez-le-feu par Israël aussi. Je serai attentif à tout, immédiatement et à long terme. Je vais suivre de près les négociations elles-mêmes. Ils vont à Islamabad. Les Pakistanais servent d'intermédiaires dans tout cela et je veux voir si des progrès réels seront réalisés. Et, spécifiquement, je garde un œil sur la question nucléaire. Vous savez, vont-ils enrichir de l'uranium? Y aura-t-il un accord à ce sujet? Allons-nous réussir à résoudre cela? Pourrons-nous enfin obtenir ce que nous cherchons depuis si longtemps? Ça va être une grande question. Et s'ils parviennent à faire des progrès sur la question de l'enrichissement nucléaire, je pense que cela ouvre toute une série d'autres opportunités pour que la situation puisse s'apaiser dans les prochains mois. Raoul Kempfer, ancien officier de marine et animateur du Strat Podcast. Écoutez Strat sur n'importe quelle plateforme de podcast. Merci Raoul. D'accord, merci Austin.